Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette année 2023, pleine de défis à relever. Le 1er janvier est l'occasion des bonnes résolutions pour les Européens, mais aussi de changements majeurs pour un pays parmi les 27, la Croatie. Elle est en effet devenue à la fois membre de la zone euro et de l'espace Schengen. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis Zagreb, la capitale, donc son Premier ministre, Andrej Plenković, du Parti conservateur de l'Union démocratique croate, qui appartient d'ailleurs à la grande famille du Parti populaire européen. À la tête de l'État depuis 6 ans, Monsieur Plenković, vous étiez précédemment député européen. Alors, votre pays est d'ailleurs entré dans l'Union européenne dès 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, vous diriez qu'il est europhile, euro-réaliste ou euro-désabusé ? Vous pensez à pays ou à moi? Au pays. Au pays. Aux deux. D'abord, comme Premier ministre déjà 7e année au cours, je suis très content que mon gouvernement, mon 12e gouvernement, a réussi d'achever les 2 objectifs stratégiques. Un, c'était d'entrer dans la zone euro et l'autre dans l'espace Schengen. Parce qu'après 10 ans que la Croatie et les Croates, la société entière, est dans le statut du membre de l'Union européenne, dont beaucoup a changé pendant les derniers 10 ans, je crois que nous avons complètement transformé notre statut. On est devenu parmi 15 pays qui sont en même temps membres de l'OTAN, de l'Union européenne, espace Schengen, zone euro. Alors, on ne peut pas être plus dans le cœur de l'Europe qu'on est après le 1er janvier. Je dirais que le pays est euro-réaliste, mais il y a parmi ces euro-réalistes les gens qui sont toujours euro-enthousiastes. Et moi, je me trouve parmi ces euro-enthousiastes parce que je sais combien de positifs le fait que la Croatie est dans l'Union pendant les derniers 10 ans, nous avons eu des bénéfices, nous avons fait des progrès économiques, sociaux, investissements dans les infrastructures et tout ce qu'on ne pourrait pas achever sans le statut de membre de l'Union européenne. Bien sûr, conscient de tous les défis et tout le contexte très complexe géopolitique, de sécurité, de l'économie, des finances, globalement et aussi dans le continent. Vous avez mentionné d'ailleurs que vous étiez à la fois membre de l'UE, de la zone euro, de Schengen et de l'OTAN, alors que votre Parlement a tout de même refusé l'entraînement des soldats ukrainiens sur votre sol. Votre président y était très opposé. Pourquoi justement ? Ça, c'est une question pour lui et pour le 54 de 151 députés, c'est-à-dire la majorité parlementaire qui est menée par l'Union démocratique croate, qui est mon parti, la partie qui est la plus forte, qui est la plus puissante dans l'espace politique et l'architecture politique croate, était bien sûr pour la solidarité et pour l'aide à l'Ukraine, y compris la participation des soldats croates ou officiers croates dans les missions d'entraînement qui vont se dérouler notamment en Pologne et en Allemagne, et aussi de recevoir quelques dizaines, maximum 100 soldats ukrainiens dans notre sol. Croatie a déjà beaucoup aidé l'Ukraine d'une manière politique, diplomatique, économique, technique, humanitaire. On a reçu des réfugiés ukrainiens, mais on a aussi donné une aide importante militaire à l'Ukraine. Alors notre objectif était toujours la politique qui était cohérent, consistant, solidaire et dans la ligne des pays de l'Ouest. Certaines de nos députés, c'était plutôt l'opposition de gauche, pas tous, mais certaines, et l'opposition qui est vraiment aux droites du spectre politique croate, ils étaient contre, y compris le président. Ça, c'est pour eux d'expliquer. Moi, je trouve, et je suis sûr que c'était un choix très, très, très mauvais, très négatif pour les 54 qui votaient contre. Pour votre auditeur et aussi les spectateurs, il faut savoir que le Parlement croate, nous avons 151 députés, il nous fallait une majorité de 101 et on a réussi d'avoir 97.
Et cependant que la majorité que nous avons pour mener toutes les activités dans le Parlement, c'est 77. Alors nous, on a obtenu 20 votes de plus que normal, qui étaient normalement de l'opposition, mais certains étaient contre. Ça, c'est à eux à expliquer, pas à nous. Alors, Monsieur Plenković, vous étiez d'ailleurs de tout temps très favorable à l'élargissement et en particulier au statut de candidat pour l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer cet hiver et comment l'Union européenne peut-elle aider à ce que la Russie n'en profite pas pour remporter la guerre ? D'abord, notre position était une position de principe et de solidarité. Nous avons soutenu fortement le statut du candidat de l'Ukraine. C'était au mois de juin que le Conseil européen a décidé sur le confirmation du statut du candidat à l'Ukraine. Nous, comme la Croatie, et moi personnellement, déjà au mois de décembre 2021, pendant ma visite à Kiev, j'ai signé une déclaration bilatérale avec le président Zelensky pour soutenir le chemin européen de l'Ukraine. Alors pour nous, c'était un choix politique de réflexe, d'amitié, de solidarité et de soutien. Quand il s'agit des objectifs de l'Ukraine, c'est-à-dire de libérer ce territoire de l'agression russe et de l'invasion russe, qui est aidé avec des rebelles qui sont là déjà pour 8-9 ans au sein de l'Ukraine, selon nous, il faut continuer à aider l'Ukraine du point de vue politique, militaire, stratégique, et c'est ça que l'Ouest fera. Notre position aussi, si vous permettez, c'est vraiment de créer une situation avec un changement stratégique que, enfin, on peut entamer les négociations de paix, parce que comme dans toutes les situations de crise et toutes les situations de guerre, à la fin, il y a toujours le table vert, les négociations politiques pour une solution pacifique. Mais malheureusement, on n'est pas encore là. Alors, on revient sur la situation quand même de votre pays. Depuis le 1er janvier, vous n'utilisez plus en Croatie le kuna, mais l'euro. Retour justement sur ce passage à la monnaie unique au 1er janvier. Adieu la kuna, bonjour l'euro. La monnaie unique arrive entre les mains des Croates qui subissent une inflation de 13,5% contre 10% dans la zone euro. C'est un grand changement pour la Croatie. Grâce à l'euro, nous résisterons mieux aux crises, notre pays sera plus attractif pour les investisseurs et il sera plus facile de faire des affaires chez nous car les coûts seront moins élevés. L'arrivée de la monnaie commune, c'est donc un espoir économique pour les 4 millions de Croates, mais aussi un symbole d'intégration européenne un peu plus de 9 ans après avoir rejoint l'UE. Les experts promettent que les prix n'augmenteront que très peu avec l'arrivée de ces pièces à l'effigie de Nikola Tesla notamment, et que le tourisme, qui attire une large clientèle européenne et représente 20% du PIB croate, en bénéficiera largement. D'autant plus que le pays a également rejoint en ce 1er janvier l'espace Schengen, une adhésion qui marque la fin des longues files d'attente aux postes frontières avec ses voisins slovènes et hongrois. Alors pourquoi justement cette volonté d'entrer à ce point dans la zone euro alors que vous aviez déjà une inflation à plus de 13% et que effectivement c'était au-dessus de la moyenne européenne de 10%, ça a bondi au 1er janvier. Est-ce que ce passage à la monnaie unique génère d'ailleurs une hyperinflation ? Non, il n'y a pas de hyperinflation. Ce qu'il faut comprendre, que notre chemin vers la zone euro a commencé à l'automne 2017. C'est le moment quand on a lancé une stratégie pour l'adoption de l'euro. C'était un processus très détaillé, très consistant, très cohérent que nous avons mené comme gouvernement et avec la coopération de la Banque nationale croate. On a rempli tous les critères. On a entré en 2020 dans l'union bancaire et les mécanismes d'échange d'eux. C'est-à-dire que la Croatie était complètement prête. Là, le contexte, le problème, c'est que c'est vrai que la 2022, malheureusement, grâce à l'invasion de Russie vers l'Ukraine, a changé le contexte globalement. On a eu la crise énergétique, on a eu la crise des prix de nourriture, on a eu des pressions d'inflation partout.
Et ça a un peu bouleversé, je dirais, le chemin qui était bien établi et qui aurait passé sans aucun problème. Mais il faut savoir que l'inflation en Croatie sera autour de 10% quand il s'agit de l'année 2022. C'est-à-dire que la zone euro, les estimations sont aujourd'hui que l'inflation sera un peu plus de 9%. Alors c'est complètement plus ou moins dans le contexte européen, ce qui s'est passé malheureusement après le 1er janvier, que certaines, et je voudrais souligner, certaines de nos acteurs économiques ont utilisé ce moment-là de ne pas vraiment seulement changer le taux d'échange qu'on a euro, mais ils ont utilisé ce moment de profiter et d'augmenter les prix de certains produits et de certains services. Nous, comme gouvernement, on a réagi rapidement. On a engagé toutes les inspections et tous les services d'État pour vérifier qui a fait cette, je dirais, une petite trahison de manipuler, utiliser et abuser ce moment de changement qu'on a euro pour profiter contre, pas l'État vraiment, mais contre les citoyens et les consommateurs. C'est notre rôle et le rôle des organisations non gouvernementales de protéger les consommateurs croates. C'est ça que nous faisons. Alors je crois donc... Monsieur le Premier ministre, vous êtes également le 27e État maintenant de l'espace Schengen. C'est une vaste zone au sein de laquelle 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures. Vos compatriotes n'auront plus à sortir leur visa pour aller en Slovénie, en Hongrie, en France ou en Allemagne. C'est important pour eux ? Bien sûr, zone Schengen, ça veut dire vraiment finalement une liberté totale de circulation des citoyens croates. On a, comme vous avez vu dans votre programme, on a déjà éliminé toutes les frontières entre la Croatie et la Slovénie, entre la Croatie et la Hongrie. 73 passages de frontières étaient abolis. Ce qui est important, que l'échange économique avec les pays de zone euro et l'espace Schengen, 82% de nuitées des touristes en Croatie qui arrivent, et nous sommes un pays touristique, vient des pays qui sont déjà dans l'espace Schengen. Alors, nous attendons les bénéfices économiques de libre circulation, de ne pas perdre de temps, d'avoir beaucoup moins de coûts de transportation et tout ça. Mais il y a quand même des inconvénients, Monsieur le Premier ministre, parce que finalement, les files d'attente dans les pays hors Schengen, genre la Bosnie-Herzégovine, elles se sont plutôt multipliées. Vous devenez la frontière extérieure de l'Union européenne sur la route des Balkans occidentaux, qui est empruntée par 30 000 migrants illégaux l'an dernier, beaucoup de trafiquants. C'est une responsabilité très lourde quand même, non ? Ce sont deux choses différentes. Alors, il faut bien savoir que le dernier week-end, c'était la fin des vacances de Noël catholique, de Noël orthodoxe. Il y avait pas mal de gens de la région de l'Europe de le Sud-Est qui voulaient rentrer dans les pays de l'Europe occidentale. Alors, il y avait un peu de file d'attente, mais je crois que ça va être très, très, très calme et très normal rapidement. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, la responsabilité de la Croatie comme quelqu'un qui va protéger pas seulement la frontière externe de l'Union, mais la frontière externe de Schengen, à partir du 1er janvier, c'est une responsabilité importante. Nous sommes prêts, nous nous sommes préparés déjà pour 6 ans. On a plus de 6500 policiers qui ont passé l'entraînement, qui ont effectué des contrôles. On a financé beaucoup d'équipements techniques pour être prêts à contrôler et prévenir les migrations illégales entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, ou la Serbie et la Croatie, ou le Monténégro et la Croatie. Je crois que la Croatie sera le maillon fort de la frontière Est. Vous l'avez d'ailleurs dit, il y a une relation toujours difficile avec vos voisins des Balkans. Il y a eu une visite, par exemple, du ministre des Affaires étrangères de Serbie pour essayer d'apaiser ces relations tendues depuis que la Serbie a invoqué une compétence universelle pour juger les criminels de guerre croates. Cela date de la guerre des Balkans. Est-ce que vous voyez des signaux quand même de rabibochage en direction à la fois de cette Serbie à qui on reproche d'être un peu pro-russe? Il y a aussi des problèmes avec la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous voyez plutôt des tensions dans vos Balkans occidentaux ?
Moi, je voudrais souligner 2 points. Le premier, que dans mon coalition, c'est-à-dire dans la majorité parlementaire en Croatie, nous avons membres de toutes les minorités qui sont représentées dans le Parlement croate, 8 députés. Parmi ces 8, il y a 3 députés serbes de Croatie qui soutiennent mon gouvernement déjà pour la 7e année. Ça, c'est numéro 1. Alors, nous avons une relation excellente avec la minorité serbe en Croatie. Deuxième point, les relations entre la Croatie et la Serbie sont toujours vues, ou encore vues, dans le contexte de l'agression du régime de Milošević à l'époque, au début des années 90, quand il y avait une agression d'abord contre la Slovénie, après la Croatie, après la Bosnie-Herzégovine et finalement du Kosovo. Dans ce contexte-là, il y a des questions qui n'étaient pas résolues. Une de ces questions, c'est aussi les procès contre les criminels de guerre. Comment trouver les gens qui sont traités toujours disparus? Comment régler les questions de la détermination finale des frontières? Et je crois que la Serbie, et vous avez évoqué vous-même, ils ont un peu l'image de l'être pro-russe. Je crois qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour s'aligner aux positions de l'Union européenne quand il s'agit de la politique étrangère et notamment quand il s'agit de la situation actuelle où la Russie a envahi les parties de l'Ukraine. Alors dans ce contexte-là, nous sommes prêts pour la normalisation, pour la protection des minorités, les Croates en Serbie et les Serbes en Croatie, pour les relations économiques, mais aussi de régler finalement certaines questions historiques qui sont toujours sur la table. Et je salue également, je dois dire, que finalement, après des années et des années, un représentant de la minorité croate et un ministre dans le gouvernement de la Serbie, M. Žigmanov, et je salue aussi sa visite la semaine dernière ici à Zagreb pendant la fête de Noël orthodoxe dont j'étais présent moi-même. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24.